invité ce matin, vice-président du Rassemblement National, Louis Alliot. Oui. Bonjour. Merci d'être avec nous, maire de Perpignan. Cet incendie à une trentaine de kilomètres de Perpignan, il n'y a pas eu de gros incendies cet été, c'est le premier gros incendie. Il ne progresse plus, je crois, il est fixé. Il est fixé depuis ce matin, mais c'est quand même 2 villages qui ont été évacués et je ne sais pas combien de centaines d'hectares brûlés. 450 hectares. Ce matin, c'était ça. Oui. Et c'est un peu le drame de nos régions. Hein. Maintenant, c'est toujours pareil, il y a des gens qui mettent le feu. Oui. Là, apparemment, ce seraient des câbles électriques qui auraient mis le feu. Mais c'est la sécheresse. Le feu prend parce que... Oui, et puis c'est l'entretien du terrain aussi, vous savez. Quand il n'y a plus de gens qui entretiennent les sentiers de montagne, un certain nombre de friches, etc. Et c'est là que les chasseurs, justement, sont souvent nécessaires parce qu'ils sont dans l'observation de la nature dans les endroits aussi les plus isolés et ils sont à même de décrire un certain nombre de situations où le feu peut être il peut venir et peut se propager, voilà. Louis Alliot, Michel Barnier, Premier ministre, nous a dit hier: je vais composer mon gouvernement, ce sera un exécutif équilibré, représentatif et pluriel. Ça veut dire quoi, vous Je pense que ça veut dire que ça va aller du DLR à la gauche de la Macronie. Mais pas au RN. Je crois pas, non. Ça. Non, il n'y aura pas de ministre RN. Il n'y aura pas de ministre RN. Si vous le proposez, vous feriez quoi ? On l'a dit, on ne participera pas à un gouvernement. Mais si vous proposez d'être ministre, vous, Louis Alliot. Je lui dirais non. Enfin, d'abord, il n'y a pas de feuille de route, on ne sait pas où il veut aller, on ne peut pas accepter comme ça d'être ministre pour être ministre. Je vois qu'il y a un bal assez nourri d'un certain nombre de personnalités qui veulent être ministres, mais ministre pour rien faire, si vous voulez, c'est... voilà, c'est bien pour sa gloire personnelle, peut-être, et encore maintenant. Mais c'est pas terrible pour le pays, voilà. Vous allez le mettre sous surveillance, c'est ce que j'ai entendu dans la bouche de Sébastien Chenu. Ça veut dire quoi, le mettre sous surveillance ? C'est un peu méprisant, ça, non ? On va le mettre sous surveillance. Les députés, le travail d'un député d'opposition, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Et contrôler l'action du gouvernement, c'est surveiller ce qu'il fait, mais aussi proposer un certain nombre de réformes. Et peut-il se passer des 143 députés de Marine et des députés de M. Ciotti? C'est la seule question. Va-t-il gouverner plutôt dans le sens de remettre un peu d'ordre dans le pays pour la sécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, ou va-t-il tenter de séduire à gauche et de partir dans un schéma très centriste qui finalement ne contentera personne, en fait? Mais vous menacez de le censurer, vous dites on va pas le censurer tout de suite, donc pas de censure, pas de censure lors du discours de politique générale, on est bien d'accord, hein. Là il n'y aura pas de censure, on est bien d'accord, oui. Pas de censure du RN ce jour-là, mais les jours suivants. Par exemple, si il ne met pas en place une part de proportionnel, là vous le censurez. Il a dit dans ses discours... que ça doit être mis à l'étude, et il a raison. Aujourd'hui, quand vous faites des enquêtes d'opinion, s'il y avait eu un vote au mois de juillet, à la proportionnelle, le résultat n'aurait pas été sensiblement différent. Non. On aurait eu plus de députés. Plus de députés, mais vous n'auriez pas eu la majorité. Exactement. Bon, donc on voit bien. Il faut une proportionnelle avec un correctif majoritaire, comme il existe dans les régions, par exemple, où la liste qui arrive en tête au deuxième tour, eh bien, c'est elle qui gouverne la région par un mécanisme de fonctionnement démocratique qui est admis par tout le monde. Je pense qu'il faut aller vers ça. Ça permet une juste représentation de tous les courants d'opinion, mais aussi ça permet une stabilité de l'action politique par une majorité claire dans la gestion. Pas en place cette mesure, est-ce que vous le censurez ? Honnêtement, je sais pas. Vous savez pas. Non, voilà. Bon. Mais vous le censurez sur quoi alors éventuellement ? Puisqu'il est sous surveillance. Moi je me mets à sa place. Il est sous surveillance. D'abord, il a rencontré tout le monde pour l'instant, sauf nous.
Vous demandez à être reçu? Mais ça va venir, puisque j'ai vu que... Est-ce qu'il vous a envoyé une invitation? Pour l'instant, non. Mais il a dit qu'il recevrait, évidemment, les patrons de groupe. Donc il va bien recevoir Marine, peut-être en dernier, une fois qu'il aura fait le tour d'horizon de tous ses amis et de tous les autres. Et c'est là que l'on va voir très réellement ce qu'il va proposer à la France. On ne peut pas parler a priori, on ne peut pas dire on s'assure a priori, comme la gauche, et on ne peut pas dire comme ça, ce sera mal avant de voir. Il faut voir. Parce que les Français, ils attendent quand même un esprit de responsabilité. Mais dans des domaines qui, dans l'aile gauche de cette majorité qui se dessine, ne sont pas forcément majoritaires. Quand j'entends, moi, l'aile gauche de la Macronie dire on ne votera aucun texte sur l'immigration, etc., etc., je me dis ça va pas être facile quand même. Quand vous entendez Édouard Philippe qui dit... comment on appelle ça, abroger la loi sur la ME, l'aide médicale d'État, c'est stupide, etc., etc. On peut quand même se poser un certain nombre de questions. Or, dans ce gouvernement, il y aura des ministres horizons du parti de monsieur Édouard Philippe. Donc, on avance au jour le jour, si vous voulez, et on regarde comment ça se passe. Vous aussi, vous avancez au jour le jour. Et oui, vous êtes au rythme on est au rythme du travail. Mais sous surveillance. Alors, il y a plusieurs textes importants sur lesquels vous pourriez ne pas être d'accord et qui entraînerait une censure de votre part. Il y a évidemment l'immigration. Hein, vous demandez peut-être vous demandez le rétablissement des contrôles aux frontières. Vous l'aviez demandé, enfin Bardella l'avait demandé. Écoutez, vous demandez. Ça tombe bien, l'Allemagne vient de le faire. Oui. Donc peut-être devrait-on s'en inspirer. Même si des contrôles étaient déjà effectués depuis 2015 aux frontières. Hein. Oui, ne soyons pas naïfs. Écoutez, moi j'y vis aux frontières, on ne peut pas dire qu'il y ait des contrôles permanents quand même. De temps en temps. Il y en a eu pendant le Covid. Oui. Beaucoup. Oui. Mais depuis, c'est quand même une passoire, la frontière. Oui. Et même si la police, tous les jours, arrête des clandestins. Même s'il y a moins d'entrées inégales en Europe depuis le début de l'année que les années précédentes. Oui, mais écoutez, quand vous voyez le nombre de jeunes clandestins, malheureusement, laissés à eux-mêmes, qui sont dans nos rues et qui sont laissés, j'allais dire presque à l'abandon, parce que les collectivités ne peuvent pas suivre, on se pose quand même un certain nombre de questions. Surtout quand on voit les pays d'origine, d'où ils proviennent, qui ne sont pas des pays en guerre, et avec lesquels, quand même, il faudra discuter sérieusement à l'avenir. Ça aussi, c'est de la politique d'immigration. Quand on voit dans nos rues des jeunes Algériens, des jeunes Marocains, etc., ça nécessite qu'on ait quand même des relations étroites avec ces gouvernements pour qu'on discute d'une situation qui est quand même pas normale en soi. Et puis, il y a un sujet majeur, c'est la réforme des retraites. Majeur pour vous, majeur pour la gauche, qui en a fait aussi un totem, et majeur pour Michel Barnier, qui va devoir se prononcer sur cette réforme. Parce que je ne l'ai pas entendu beaucoup parler de cette réforme des retraites, Michel Barnier. Il l'a soutenue. Son parti l'a soutenue. Cette réforme des retraites. L'a voté, cette réforme des retraites. La voulait. Et même, son parti voulait que le gouvernement aille plus loin dans la réforme des retraites. D'ailleurs, M. Ciotti aussi, votre allié, qui lui proposait 65 ans, hein, oui, mais semble-t-il. Vous l'avez rappelé à l'ordre, Éric Ciotti? Non, mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les carrières longues de gens qui ont commencé à travailler tôt, c'est-à-dire avant 20 ans. Oui. On ne peut pas faire travailler sur des métiers très difficiles des gens autant de temps. C'est pas normal. C'est de cela d'abord dont il faut s'occuper. Mais vous avez raison, Louis Alliot, mais quand on commence à moins de 20 ans aujourd'hui, on travaille combien de temps? On peut s'arrêter à quel âge? Mais ça dépend du métier que vous faites. Non, on peut s'arrêter à 60 ans. La loi le permet. Oui, d'accord, si on a commencé à travailler à moins de 20 ans. Avec quoi comme retraite, monsieur Bourdin? Oui, non mais d'accord. Ah oui, d'accord, mais... C'est-à-dire que vous limitez, j'ai bien compris, lorsqu'on a travaillé à moins de 20 ans, 40 ans d'annuité. Avec quelle retraite? Retraite pleine? Oui, c'est le nombre d'annuités qu'il faut voir. Oui. Jusqu'à 20 ans, quand vous commencez à travailler avant 20 ans, c'est 40 annuités. Quand vous commencez à travailler après 20 ans, c'est 42 annuités. Ce qui veut dire, d'ailleurs c'est la moyenne, que quand vous rentrez sur le marché du travail à 22, 23 ans, il vous faut 42 annuités pour avoir la retraite pleine. Voilà, c'est assez simple comme système. Bon, alors vous voulez abroger cette réforme des retraites, toute la réforme. Qu'allez-vous faire des retraités
des petits retraités qui ont vu leur retraite augmenter. De 50 euros. Oui, hein. mais vous faites quoi? Vous leur demandez de rendre les 50 euros? Mais non, vous n'avez pas de... Vous faites pas de situation... Non, évidemment que non, mais moi je vois beaucoup de situations, honnêtement, d'employés, au sein de la mairie, par exemple, des choses comme ça, de gens qui croyaient qu'ils allaient partir à la retraite après une carrière pas facile, dans des métiers difficiles, etc., et qui se voient prolonger, et c'est ça qui... Et ça, je pense que c'est une mesure immédiate qui coûtera moins cher que ce que la réforme a coûté là. Parce que le Conseil de la retraite a dit que la réforme telle qu'elle a été votée par M. Macron, la majorité de M. Macron, elle a coûté déjà très cher. Oui, enfin, déjà. Le Conseil de la retraite dit il faut une réforme parce que sinon le déficit va non, mais se creuser. Hein, vous avez vu ce qu'il faut, c'est créer de la croissance. De l'emploi. De l'emploi. C'est favoriser... Même si de l'emploi a été créé. C'est favoriser... Oui, mais faut favoriser le développement des entreprises, faut relancer le bâtiment, le logement, et tout ça. Je vous signale que sur le logement, c'est le marasme le plus absolu. Personne s'en est occupé, personne. Voilà. Et quand vous discutez avec les fédérations du bâtiment, avec les entreprises, etc., ils attendent comme ça qu'il y ait une vraie réforme pour relancer un peu la machine économique autour du bâtiment. Alors, d'abord, j'en termine avec les retraites. Le 31 octobre, donc... Oui, si j'ai bien compris, niche parlementaire. Là, ce jour-là, vous déposez une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Et vous demandez à la gauche de la voter. Oui, mais apparemment, la gauche ne la votera pas. Ah, ça dépend, je ne sais pas. Moi, j'ai écouté M. Delogu, mais j'ai écouté un certain nombre d'autres personnages de ce parti si sympathique, et ils ont dit qu'ils ne voteraient pas. Donc... il peut s'en sortir finalement avec l'appui de la France Insoumise. Oui. On peut l'imaginer. Remarquez, vous avez déjà voté avec la France Insoumise, ou la France Insoumise... Mais oui, mais nous... Oui, vous avez déjà voté avec tout le monde. L'intérêt du pays, d'abord. Bon, voilà. Il y a 70% des Français qui ne veulent pas de cette réforme des retraites. Qu'est-ce qu'on fait? On leur impose Voilà. Donc, il faut tenir compte de ça. Louis Alliot, vous disiez, à juste raison, il faut créer de la richesse. Oui. Il faut pour créer de l'emploi, et évidemment, pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Les caisses qui en ont bien besoin. Mais lorsque vous dites, on va exonérer de charges patronales pendant 5 ans, on va exonérer, les charges patronales pendant 5 ans, en échange d'une augmentation des salaires de 10%. C'est toujours d'actualité, votre proposition. C'est toujours d'actualité. Mais ça favoriserait le TPE. Il ne paie pas de charges patronales. Est-ce que vous croyez que les TPE ont la trésorerie et les marges suffisantes pour augmenter les salaires? Écoutez, moi j'en vois beaucoup qui n'embauchent pas parce qu'elles ont trop de charges, ou qui n'augmentent pas les salaires parce qu'elles trouvent que les charges sont trop dures. Elles pourraient embaucher, augmenter les salaires. Elles pourraient embaucher, exactement, elles pourraient. Et ça, on le voit partout. Et si on veut donner un petit peu de pouvoir d'achat qu'on retrouvera dans la consommation, et par voie de conséquence par la TVA qu'on retrouvera dans les caisses de l'État, eh bien, il faut créer ce cercle vertueux. Mais pour l'instant, si vous voulez, on a l'impression que tout le monde rame, mais à contre-courant. Et les Français, d'où un peu l'état d'esprit général, d'atonie générale, économique en tout cas, où on voit que tout le monde se plaint. Alors il y en a qui tirent leur épingle du jeu. Vous avez vu la création des richesses hier, les chiffres sont sortis. Faut taxer les super riches. 58 milliards de dividendes en un an. À l'échelle de la planète, je crois que il faut taxer les super riches. Moi, il faut trouver un système de taxation, qui permette une juste répartition des richesses. Alors il faut pas y aller comme certains veulent faire au-dessus de, je sais pas comment il a dit, Mélenchon, au-dessus de 10 millions, je prends tout, je sais pas quoi. Peu importe, il faut, je pense, faire des taxes. Il y a des sociétés qui échappent à l'impôt en France. Tout ce qui concerne le commerce par le numérique échappe à l'impôt pratiquement. Ce n'est quand même pas normal. C'est une concurrence déloyale pour les entreprises qui sont installées sur les territoires, etc. Bon, bref, il faut remettre, l'ensemble de ce modèle économique sur le métier et discuter et réformer l'ensemble des paramètres du système économique. Alors, je termine avec Marine Le Pen sera jugée à partir du 30 septembre, pas seule, 27 prévenus en tout, pour des soupçons de détournement de fonds européens. Dites-moi, Marine Le Pen conteste ces accusations, tous les accusés contestent ces accusations. Va-t-elle jouer quand même dans 15 jours son avenir politique? Je ne crois pas. Ça fait 10 ans que ça dure,
Ça fait 10 ans qu'à chaque émission de télévision, de radio, on lui dit mais vous êtes poursuivi pour détournement, etc. Et 10 ans... Détournement d'argent européen, oui, de fonds européens. En 10 ans, on a quand même progressé. Les électeurs ont bien compris qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel. Vous avez vu que M. Cambadélis s'est fait condamner il y a la semaine dernière avec la notion d'enrichissement personnel. Au demeurant, j'ai pas vu aucun journal en parler. Hein. Ils n'ont pas fait la une. On en parle en fonction de l'importance de la personne concernée. C'était l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste. Oui, quand même. Voilà. Bon bref, je dis ça en passant. Et puis on verra bien le déroulement du procès pendant 2 mois. On a, je pense, des arguments à faire valoir pour démontrer que on nous fait un procès qui n'est pas juste, et on le fera à l'audience évidemment, et on se défendra sur le fond du sujet. Voilà, sur le fond du sujet. Libération a produit, vous en avez parlé cette semaine, je vous en parle, a produit une enquête sur Jordan Bardella révélant que le patron du RN a produit de faux documents pour masquer un travail fictif au Parlement européen. Vous avez dit, ces gens-là font des enquêtes à charge systématiques et à la fin il ne se passe rien. Cette affaire est montée de toutes pièces. Libération est spécialiste de ça. C'est un journal de police politique qui fait des enquêtes à charge qui vont très loin. J'espère que ces journalistes sont aussi vertueux que leurs enquêtes. Je vous lis. On devrait plutôt s'interroger sur leur soutien conditionnel au Hamas. L'extrême gauche est très engagée dans le soutien au Hamas. Vous ne retirez rien de ce que vous avez dit. Rien. Oui. Mais je vais vous donner un exemple. Parce que allez-y. Allez-y. Il y a 6 ans, le journal local qui s'appelle L'Indépendant, groupe La Dépêche du Midi, Jean-Michel Baillet, m'attaque en disant, j'étais député à l'époque, perquisition du député, soupçon d'emploi fictif, une histoire encore 6 ans de procédure, en plein milieu de l'été au mois d'août, ordonnance de non-lieu, il n'y a rien. Mais pendant 6 ans, j'ai été sali. Pendant 6 ans, on m'a reproché ça. Mais vous croyez que le même journal a fait sa une en disant « Alliot relaxé » Ben non, et c'est ça que je trouve inadmissible. Qu'on mette en accusation les politiques pour des histoires, ok, il n'y a pas de souci. Mais quand ils n'ont rien fait et qu'ils ont été lavés, en tout cas, il n'y a rien dans l'enquête, ils devraient faire la même une en disant la vérité sur ce qui s'est passé. Et ils ne le font pas. C'est ça que je reproche. C'est le travers de la presse, je vous rejoins. Voilà. Et sur l'humanité, vous avez dit à l'humanité aussi, vous avez des journalistes, cela ne l'a pas empêché d'être au service de l'Allemagne nazie. C'est vrai, jusqu'en 41. Oui, enfin, parce que Gabriel Péry a été fusillé en 1941 et dirigeait l'Humanité. Vous auriez pu ajouter jusqu'en 1941, Louis Alliot. Oui, vous regrettez d'avoir dit ça. Je l'ai dit. Non, j'ai dit jusqu'au pacte germano-soviétique. Voilà. Et la reparution de l'Humanité, comme d'autres journaux que je vais taire pour pas leur faire de mauvaise publicité quand même, en province notamment. Parce que du côté de Toulouse, vous savez, bref, je vais pas y revenir, mais René Bousquet qui a été le patron, donc c'est la vérité. Les communistes, beaucoup ont été dans la résistance après le pacte germano-soviétique, pendant que, et moi j'ai eu la chance de les connaître un certain nombre, dès juin 40, en fait dès 40, novembre, je crois que c'était le 11 novembre 40, vous aviez des étudiants à la fois de gauche, mais aussi des étudiants nationalistes, je pense à Alain Griotteret, qui était allé manifester contre l'occupant à l'Arc de Triomphe. Cela, on n'en parle jamais. Et pourtant, la résistance, elle a été de droite et elle a été aussi de gauche, comme la collaboration a été un peu de droite et beaucoup de gauche. Voilà. Bien. Pétain, vous connaissez Pétain? Oui, je connais Pétain, oui. Contrairement à M. Delogu, je ne sais pas s'il a fait exprès, mais bon. Oui, vous connaissez Pétain. Je connais, c'est un raciste. C'est ce qu'a dit Delogu, c'est un raciste, Pétain. Il a été malheureusement à l'origine des lois quand même qui ont été celles sur le statut des Juifs. Voilà. Là aussi, je veux dire. Malheureusement. Oui, M. Delogu. Honteusement. M. Delogu, je voulais lui faire un tweet plein d'humour, allez-y. en lui disant s'il connaît pas Pétain, en fait, Pétain c'était le patron de François Mitterrand à une époque, et François Mitterrand c'était le patron de Mélenchon, donc il devrait quand même regarder un peu l'histoire et regarder un peu qui a été engagé avec qui à un moment donné de l'histoire. Vous aussi, vous pourriez le regarder dans la fondation de votre parti. Mais moi je dis, je sais. Moi j'ai toujours dit. Vous avez toujours dit? J'ai toujours dit qu'il y avait dans la formation de deux partis. Vous n'êtes pas fier de votre passé. Enfin, pas du tout, puisqu'il y avait. Pas vous, mais du passé de votre parti. À l'origine, il y a eu des gens qui étaient dans la résistance, qui étaient même compagnons de la libération. À Hénin-Beaumont, il y a quelques mois, ils ont inauguré une rue. Michel de Camaret, compagnon de la libération, et qui était un ami de Jean-Marie Le Pen, qui a été député européen. Mais vous l'entendrez jamais, tout ça. Et pourtant, ils étaient au Front National. Mais il y avait. Oui, mais des décorés de la Francisque après le statut des Juifs sous l'occupation, nous n'en avons pas eu.
D'accord? Et moi, je reproche ça. Et d'ailleurs, dans ma famille, on a toujours reproché ça. À la gauche, qui a toujours pointé du doigt la responsabilité d'un certain nombre de personnes dans la collaboration, mais qui, elle, s'est bien gardée de pointer du doigt ce qu'elle savait depuis l'origine. La responsabilité de François Mitterrand, René Bousquet et de quelques autres dans la collaboration, jusque à leur, c'est vrai, action de résistance qui les ont finalement, à la fin de la guerre, laissés libres dans leur vie politique. Voilà, moi je connais mon histoire. Même le général de Gaulle en 65 n'a pas voulu accabler François Mitterrand alors qu'ils avaient tous les éléments de responsabilité de ce qu'il avait fait pendant la collaboration. Je dis rien, je ne juge pas, mais moi je veux pas qu'on me juge par rapport à ça, alors que dans le camp d'en face, ils sont couverts, et pour le Parti communiste, de sang. Merci Louis Alliot, 8h57, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio, chacun s'exprime librement ici, vous le savez, j'y tiens, c'est ainsi. Patrick Roger sera avec vous juste après les infos de 9h.